Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Péan, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie. L'existence du trésor d'Alger est un fait notoire. Alger sera prise, et avec cette ville, les richesses qu'elle renferme. Général de Bourmont, commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830. « 2000 ans d'histoire. Tout aurait commencé, dit-on, par le fameux coup d'éventail que le Dey d'Alger a donné au consul de France le 29 avril 1827. C'est en tout cas ce qu'ont appris des générations d'écoliers, persuadés que la conquête de l'Algérie n'est due qu'à la volonté du roi de France, Charles X, de venger cet affront en ordonnant 3 ans plus tard une expédition militaire contre ce qui était à l'époque une colonie turque en Afrique du Nord. Le 14 juin 1830, les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquaient donc sur les plages de Sidi Ferruche, à 27 km à l'ouest d'Alger. Ils venaient, croyaient-ils, défendre l'honneur de la France et libérer les Arabes de l'occupation turque, mais sans savoir encore qu'ils écrivaient ce jour-là la première page d'une longue histoire, les 130 ans de présence française en Algérie. Pas qu'on s'en fout. On est déjà marre. Et passe-quoi? Tu les vois, toi, les Turcs? Pas un poil de Turc. Rien. Je me demande ce que je suis venu foutre ici. Pour la prime, tiens, gros malin. Tête de Dieu. J'ai la colique. Soldat Passebois, les Arabes doivent voir en toi un libérateur. Tu es un fils de la Révolution. Le monde a les yeux fixés sur toi. Debout, les gars! Vive le général de Bourmont! Vive le général! Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le débarquement français en Algérie le 14 juin 1830, le début de 130 ans de colonisation, justifié, a-t-on dit, par le fameux coup d'éventail du Dey d'Alger au consul de France en 1827. C'est du moins ce que vous et moi nous avons appris à l'école. Or, en lisant votre dernière enquête, Main basse sur Alger, on découvre que la principale raison de la prise d'Alger, c'était pas une question d'honneur, c'était beaucoup plus prosaïque. C'était en fait, c'est comme l'indique le titre de votre livre, de faire main basse sur un trésor extraordinaire qui se trouvait à Alger. Vous parlez de, au bas mot, 250 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire 10 milliards de francs 2001, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros, et peut-être même plus d'ailleurs. Oui, c'était ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une opération de politique intérieure. Il y avait une contestation très forte, il fallait beaucoup d'argent, et on a été faire un hold-up. Un hold-up que j'estime, si on prend tout, l'or, les bijoux, l'argent, les pièces de canon, tout, grosso modo, de au moins 4 milliards d'euros. Alors ce trésor appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la régence d'Alger, l'Algérie proprement dite, ça n'existait pas, c'était en tout cas une province, un wilaya, une wilayette, je crois, de l'Empire turc depuis le XVIe siècle, Pierre Péan. Oui, c'est une province turque qui, pendant longtemps, a été très très dépendante de la Sublime Porte et qui petit à petit s'est détachée, de telle sorte qu'à l'époque où se passe, disons le début du 19e, fin du 18e, on peut dire que la régence est quasiment indépendant, même si ce sont des Turcs qui dirigent, d'une part le Dey d'Alger, qui est turc, mais qui va seulement en Turquie que tous les 2 ans à peu près, et tout le système fonctionne avec aussi des Turcs que sont les janissaires. Mais il y a une très très grande indépendance donc de la régence par rapport à Constantinople. Et le système fonctionnait aussi grâce à la principale activité de cette fameuse régence pendant très longtemps. C'était les pirates barbaresques qui allaient rafler justement ou qui allaient faire du piratage dans toute la Méditerranée. C'est de là que vient ce trésor.
Jusqu'en 1819-1820, la principale ressource de la Régence, c'est effectivement ce qu'on appelle les prises barbaresques. Tout simplement, ce sont des corsaires qui, au nom du djihad, rançonnent, pillent tous les bateaux qui sont des bateaux chrétiens. Non, et c'est ça la source de l'argent, plus, et on y reviendra sûrement, le blé de la Mitidja. Alors c'est pas la source en tout cas, puisque c'était fini, vous le dites depuis un certain temps, c'était pas l'origine de l'intervention française. Mais on l'a dit quand même. Oui. Hein, ouais. Mais alors l'origine de l'intervention française, ce qu'on a surtout dit, c'était le fameux soufflet, le fameux coup d'éventail donné par le dey d'Alger au consul de France en Algérie. Mais on oublie toujours de dire aussi que une des raisons de ce coup d'éventail, qui était offensant bien sûr pour la France, c'était que la France était endettée auprès de la Régence. Elle devait de l'argent au dey. C'est effectivement une histoire de fric, là aussi. C'est tout simplement que l'Algérie, enfin la Régence, avait fourni les armées, l'armée d'Italie et l'armée d'Égypte en blé. Et la France n'a pas honoré, n'a pas payé complètement. Et ça se situe autour de 1800. Et régulièrement, le dey d'Alger réclame l'argent. Et donc, il y a déjà un premier règlement en 1802, mais qui n'est pas appliqué. Et finalement, un traité en 1819, et là, tout semble... On réduit la dette de 7 millions, mais malgré ça, en 1827 encore, le dey d'Alger n'a encore rien touché. Ah donc, un coup d'éventail au consul de France. Oui, parce que le consul de France s'est mis l'argent dans les poches. Aussi, c'était vraiment affreux, c'est sordide votre histoire, la Pierre Péan. Alors, coup d'éventail, ouais. Pour venger son honneur, dit-on, on décrète un blocus d'Alger, la France bloque le port d'Alger, puis comme ça suffit pas, il y a une expédition qui va se préparer, aussi pour des raisons politiques. Vous évoquez la politique intérieure, Pierre Péan, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être que Charles X a eu envie de redorer un peu son blason, parce que sa monarchie, son système monarchique, est très contesté par une opposition qui fait des progrès. Tout va mal pour Charles X, et donc en 1829, il veut revenir tout simplement à ce qu'était avant 1789, à une monarchie absolue, et il nomme le plus impopulaire de tous les gouvernements, c'est-à-dire Polignac, Bourmont, d'Ossez et d'autres, mais surtout Bourmont, tout un symbole. On y reviendra, Pierre Péan, mais vous dites aussi que comme des élections sont prévues, cet argent du trésor d'Alger lui aurait servi à corrompre les électeurs. C'est ce qui est prévu. Il y a des élections qui sont prévues, je crois, le 28 juin ou le 23 juin et le 3 juillet 1830. Toute la conception de l'opération est faite en fonction des élections. Il n'y a plus d'argent dans les cassettes, il faut tout simplement de l'argent pour corrompre les consciences et essayer, et de toute façon le roi dit que s'il n'y arriverait pas, c'est des ordonnances qui gouvernent. Mais l'argent d'Alger, la conquête d'argent, c'est pour corrompre. Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours, même un mois avant ces élections, eh bien, la flotte française quitte Toulon au mois de juin, et les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquent donc le 14 juin à Sidi-Ferruche, où Bourmont installe son état-major. Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies, prendre Staweli et marcher sur Alger. Ouais. Repérer un poste de commandement plus proche du centre de l'action. Bien, mon général. Maître d'hôtel. Voilà, mon lieutenant. Qu'avez-vous à nous offrir? Je vous recommande notre terrine aux truffes du Périgord et un Saint-Estèphe. Très bien. Garçon, débarrassez les assiettes de cette table. Ah, mon père! Mon père, je suis heureux de vous présenter les deux fils de notre général en chef. Les lieutenants Louis et Amédée de Bourmont. Amédée. Pas mal, hein? Il y a mieux, hein? Où? Sous la tente de notre intendant général. Ce gros-là a ramené une fille de Paris? Non, pas une fille. Une danseuse de l'opéra, Mademoiselle Ginetti, avec tout un orchestre. Pourquoi faire? Le théâtre aux armées, mon cher, c'est dans la tradition française. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous.
France Inter, dominant l'histoire aujourd'hui, la conquête de l'Algérie qui commence un peu comme une partie de campagne, Pierre Péan, avec de la terrine aux truffes du Périgord, du Saint-Estèphe, une danseuse de l'opéra, un orchestre. C'est un extrait d'un beau film, d'ailleurs d'un téléfilm passé il y a longtemps, d'après Jules Roy, s'appelle Les Chevaux du Soleil. Mais c'est vrai. Absolument, c'est une partie de campagne, ça commence bien. Le secrétaire de Bourmont a écrit ça, tout ce détail. Les officiers mangeaient et buvaient les plus grands vins, et puis allaient combattre et revenaient boire du champagne. Alors une logistique, donc il faut rappeler aussi quelqu'un d'autre, c'est que cette logistique est assurée par une entreprise privée, un personnage qui a joué un grand rôle important dans cette expédition, même s'il n'était pas en Algérie, c'est le baron Sellières, c'est l'ancêtre de l'actuel patron du MEDEF, Pierre Péan. Absolument. Pour aller là-bas, c'est une grosse opération. Donc on prend un des 3 munitionnaires reconnus par le ministre de la Guerre. Et c'est une opération, ça montre qu'il est quand même c'est une organisation très très puissante, très forte. En l'espace de 2 mois, il va noliser 357 bateaux pour transporter l'approvisionnement, les boissons, les hôpitaux, le fourrage pour 37 000 hommes et 4 500 chevaux. Donc c'est pas rien de faire ça en 2 mois. Et il n'y a pas d'adjudication publique. Donc évidemment, dès ce moment-là, la maison Sellières prend des gros bénéfices. C'est les origines de la fortune Sellières. Mais il n'y a pas que ça encore. Alors il y a une armée de 37 000 hommes commandée par le général de Bourmont, pas très populaire en France. Il faut rappeler que 15 ans plus tôt, c'est lui qui a trahi Napoléon Waterloo quelques jours avant la défaite. C'est sûrement aussi une des raisons de cette conquête. Il avait besoin de se redorer le blason, parce qu'avoir trahi à Waterloo, être donc considéré comme traître, et ensuite devenir ministre de la guerre, c'est quand même pas évident. Tous les généraux, tous les officiers n'aiment pas Bourmont. Tandis que si on leur offre une conquête, si on leur offre la possibilité d'avoir de la gloire, eh bien Bourmont va être bien vu par les militaires. Donc c'est une des raisons de la conquête. Il était ministre de la guerre du dernier gouvernement de Charles X, et en même temps, c'est la raison pour laquelle il voulait prendre le commandement de cette opération. D'ailleurs, tout le monde a oublié son nom. On sait que la conquête de l'Algérie, ça a commencé en 1830, mais personne ne parle de Bourmont. Je crois que il n'a pas de statut. Autant l'amiral Duperré, celui qui l'a transporté, a une statue. Bourmont n'a rien, parce que sa vie après, il va encore en plus être considéré. Il va perdre sa nationalité française et il va mourir non français. En tout cas, il va mettre 21 jours à prendre Alger, alors qu'il a débarqué à 27 km de la ville, à Sidi Ferruche, entre le 14 juin et le 5 juillet, donc jour de la prise d'Alger. Le Dey et ses troupes turques s'étaient retranchés dans la Casbah, où il recevait le consul d'Angleterre au moment où explosait la principale fortification défendant Alger, Fort l'Empereur. Sais-tu que de tous les diplomates qui sont accrédités auprès de moi, tu es le seul qui ne se soit pas rallié aux Français. Tous se pressent autour de leur général pour lui faire la cour. N'oubliez pas, monseigneur, que j'ai l'honneur de représenter l'Angleterre. Et ce n'est pas à moi d'aller saluer monsieur de Bourmont. Fort l'empereur a sauté. Peut-être. As-tu dans ta poche la lettre du général de Bourmont? Oui, monseigneur. Lis-la moi. Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ses richesses et de se fixer dans un endroit de son choix. Puis-je être sûr de sa parole? Le consul d'Angleterre en est garant, et le roi Charles X n'aurait rien à gagner à mécontenter l'Angleterre. Et c'était un autre extrait des Chevaux du Soleil, l'explosion de Fort l'Empereur, qui allait donc permettre la prise d'Alger le 5 juillet 1830 et le départ du Dey Hussein, la fin de 3 siècles d'occupation turque. Alors le Dey s'en va, dites-vous, Pierre Péan, avec son harem, bien sûr, ses tapis, son or, son argent, mais sans le fameux trésor qui ne lui appartient pas en fait. Donc il part effectivement avec son argent personnel, mais l'essentiel de l'argent est dans les caves, sous le divan. Le divan, il faut rappeler ce que c'est. C'est là où il siège, c'est là où à la Casbah. À la Casbah où il exerce son pouvoir. Et là, il y a des caveaux
énorme, et cet argent-là, il n'en a pas la maîtrise. En fait, c'est le trésor, comme il y a le trésor de France, comme il y a le trésor d'Angleterre, c'est donc le trésor de la Régence. Et donc c'est ça qui va être que les Français cherchent. Ils en connaissent l'existence, ils en connaissent grosso modo le montant, hein, ils l'ont toujours minimisé, mais ils en connaissent le montant. Et là, donc, dès le premier jour, la première chose que fait Bourmont et les militaires, c'est d'aller sous le divan et donc d'essayer de trouver ce qu'il y a. Et donc, cet argent, c'est énorme. C'est déjà, grosso modo, 62 tonnes d'or et 241 tonnes d'argent, plus les bijoux, les pierreries, les diamants. Hein. Or, si on revient sur les livres d'histoire, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu 50 millions de l'époque qui sont arrivés vers le trésor français. La réalité, c'est qu'il y avait dans le trésor, au minimum, le trésor proprement dit, au minimum 5 fois plus.